Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry hashtag Henry, épisode 91. On va parler d'immobilier, donc de location courte durée, aussi donc de conciergerie avec mon invité qui est un expert dans le domaine, qui est jeune et qui a réussi assez rapidement. Donc souvent ça surprend, mais bon, il va nous expliquer comment il a fait. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont moins rémunératrices. Comme ça, donc, tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc, mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but, c'est vraiment donc, d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team, T-E-A-M. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM, tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7-8 chiffres. A tout de suite. Donc de retour avec Sébastien Hanouna. Donc si tu connais pas, il a une chaîne YouTube, je te mettrai le lien dans le show note. Il a aussi écrit un livre rentier à temps plein. Oui, sinon tu peux aller sur son site donc directement sébastienhanouna.com. Donc on va parler donc comme je dis donc de location courte durée. On a déjà parlé avec Pascal Stretti 2 fois. Donc là lui il va nous parler de sa technique et aussi donc de la conciergerie qu'il a montée à côté et aussi donc des 10 biens qu'il a achetés en environ 18-24 mois. Voilà. Donc il va tout te dire. Je te mets donc le lien pour prendre son livre si tu veux écouter son livre, enfin lire son livre. Et puis donc aussi donc sa chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à commenter et partager donc pour supporter cette émission. Ce mois-ci, je te le répète, donc on est le mois donc de l'immobilier où je vais donc inviter donc un certain nombre d'investisseurs, de fiscalistes, enfin tout ce que tu veux savoir pour l'immobilier. Comme ça, tu vas te lancer, là, tu pourras pas plus avoir d'excuses. Et donc, tu auras un peu tout. On a fait la colocation il y a une semaine. On fait la courte durée. On fera donc la semaine prochaine d'autres types d'investissements. Comme ça, tu auras toute la panoplie donc, d'outils pour pouvoir être armé. Donc, réécoute les épisodes. Envoie-moi des questions sur eux parce qu'il y aura donc différents types d'investisseurs. Donc, voilà. Je te dis donc, moi, à tout de suite avec Sébastien Hanouna. Salut Sébastien, comment tu vas? Ah, ça va Thierry et toi? Très bien, merci. Donc, merci d'avoir pris le temps. Parce que toi, tu es bien, tu es au chaud, hein, tu es à Barcelone, donc c'est la belle vie pour ceux qui sont en France, dans leur petit coin. Bon, aujourd'hui, il fait beau à Paris, donc ça va. Donc, merci d'avoir pris le temps donc, de parler de ton parcours et surtout donc, de location courte durée et de conciergerie. On a déjà parlé donc 2 fois cette année, l'année dernière, avec Airbnb, mais là, on va parler donc spécialement sur ton parcours. Et puis, donc, on va voir comment tu as fait pour prendre ton indépendance et te développer avec la location courte durée. Je te laisse te Yes, présenter ça pour ceux qui ne marche. te connaissent pas. Yes, bah, moi c'est Sébastien Luna, j'ai 29 ans. J'étais dans un mood avant, j'ai pas été très bon à l'école. Donc en quatrième, je me suis fait virer. Ensuite, je suis parti en troisième techno. Tu vois, la classe des cassos. J'avais pas forcément le choix pour au moins avoir le brevet. Et j'ai quand même obtenu mon brevet. Après, j'ai été en BEP vente. J'ai tenu 3 mois. Je me suis fait virer. Donc à 16 ans, plus d'école. Je me suis retrouvé à faire des choses qui sont pas forcément légales à cette époque-là. Je viens d'un milieu social qui est bas de la classe moyenne. Donc voilà, j'ai fait deux, trois petites combines qui sont pas forcément, voilà, qui sont pas forcément légales. Et à un C'est moment donné, c'est- je me c'est suis dit, il pas, faut. c'est pas ce que tu vas nous conseiller aujourd'hui, donc ça va, c'est pas grave, Non, ça va non, passer. non, non, non. Non, c'est pour vous parler un petit peu du gars qui, en fait, du Sébastien d'avant où j'aurais pas mis un copec dessus, en fait. Et du coup, ouais, après, il me fallait un boulot parce que mes parents ont commencé à péter un câble. Et là, comme j'avais pas de diplôme, j'avais rien. J'avais déposé deux, trois CV à droite à gauche et j'ai été pris dans un supermarché au Monoprix. Donc là, j'ai bossé pendant 3 ans. Je gérais un rayon boisson et j'étais chauffeur-livreur le mercredi. Et là, à un moment donné, je me suis dit que j'allais pas continuer à être gérant d'un rayon boisson. Et j'ai un pote à un moment donné qui est venu me voir et qui m'a dit, ouais, tu connais la RATP et tout, chauffeur de bus, c'est assez bien payé, on est tranquille, on a la sécurité de l'emploi, on a plein de choses. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc il m'aide en plus à postuler. Donc je postule, je suis pris, donc je commence à passer toutes les formations pour être chauffeur de bus. Et je deviens chauffeur de bus en 2013. Donc j'avais 23 ans et j'ai fait ça pendant 4 ans. La première année s'est bien passée.
Quand on a un nouvel emploi, souvent la première année, ça se passe assez bien, c'est nouveau, ça va. Mais j'étais rentré dans une routine et du métro boulot dodo, j'étais dans ma zone de confort. Et je me suis dit que j'allais pas faire ça jusqu'à 65 ans parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est un peu compliqué, les retraites, etc. Pour les jeunes et même les moins jeunes d'ailleurs, hein. Ça va être très très compliqué sur le futur. Et du coup, c'est en promenant mon chien en fait en 2014 que j'ai eu un déclic. Donc un an après que je sois chauffeur de bus, en passant devant une agence immobilière. Et devant cette agence immobilière, il y avait un bien à vendre 80 000 euros. Et je me suis dit, mais pourquoi pas l'acheter, mettre un locataire dedans et attendre 20 ans. Et comme ça, au bout de 20 ans, mon crédit sera remboursé et puis ça me fera une rente supplémentaire et pourquoi pas un complément de retraite. C'était Et où en le plus, bien? c'était dans le 91 à Igny. À un moment donné, Ah, Eni, j'habitais ouais. Ouais, je à vois. Igny. Et ouais, donc c'était un petit studio. Donc là, je connaissais rien à l'immobilier, mais j'ai toujours entendu parler autour de moi, que ce soit les parents, peu importe, des personnes qui disent que investir dans la pierre, ça rapporte. Mais je Ouais, connaissais rien. ça reste, parce que moi je viens de l'immobilier, on en a parlé en off, comme m'a Ouais, dit la personne qui gérait le réseau à l'époque, l'immobilier c'est vraiment allez, le premier métier, enfin le plus vieux métier du monde, on va dire, parce qu'avant même que la prostituée allait faire son truc, elle allait dans un immeuble pour le faire, donc c'était vraiment le premier métier. Il fallait ouais. donc tout loger les gens, donc c'était vraiment le plus vieux métier du monde, ça reste la pierre et l'immobilier. Ouais, non, c'est clair. Donc, du coup, là, je rentre dans l'agence et je demande à l'agent immobilier ouais, si le bien est toujours à vendre. Il me dit que non. Voilà, je lui dis, est-ce que vous avez d'autres biens à ce montant-là? Parce que 80 000 euros, finalement, même avec un salaire au SMIC, on peut se permettre d'acheter. Donc là, il m'a dit, est-ce que vous connaissez l'investissement immobilier? Je lui ai répondu que non. Et derrière, il m'a fait un petit calcul de rentabilité. Il m'a dit, voilà comment on calcule la rentabilité des biens, etc. Il a pris du temps pour moi, une trentaine, quarantaine de minutes, pour m'expliquer un petit peu l'investissement immobilier. Et là, je suis rentré chez moi avec ce bout de papier et j'ai commencé à fouiller sur Internet. Donc ça, c'était en 2014. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur Internet et il y avait beaucoup de forums. Voilà, j'allais sur les forums et puis de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vouloir me former, mais surtout à lire des livres. Et comme moi, comme je t'ai dit au début, l'école, c'était horrible, j'aimais pas ça. Lire des livres, pour moi, c'était juste impossible. Mais je suis tombé sur le premier livre que j'ai lu par rapport à ce qu'on disait sur des forums, etc., qui est un des livres aujourd'hui, même business, pour n'importe quel business, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Un Et là, classique, en ouais. fait, un classique. Et là, en fait, ça m'a ouvert les yeux, mais vraiment sur plein de choses à faire, notamment l'immobilier. Et à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à me former, etc., à commencer à aller faire des visites, à commencer, alors que j'étais focus sur des parkings et des box au début. Comme j'habitais en région parisienne et que l'immobilier est assez cher, je savais que j'avais les moyens d'acheter des petits parkings et des box en région parisienne. Et du coup, j'ai commencé à faire plein de visites. Je me suis formé un petit peu sur le tas. Et là, j'ai commencé à faire des offres. Je ne savais pas faire d'offres, etc. J'ai commencé. Et, euh, et une fois que j'ai fait une offre, j'étais super content. J'ai commencé à faire des banques. Et là, il n'y a aucune banque qui m'acceptait. Donc toi, en fin Là, de je me compte, suis tu t'es dit, lancé sans te former, hein. Faut bien ouais, au préciser. début, ouais. Enfin, tu t'es formé parce que Vraiment, tu as lu Robert Kiyosaki, mais bon, c'est plutôt le mindset que la formation, on va dire. voilà, c'est ça. Ouais, je savais pas trop les parkings et box. Il n'y avait pas grand-chose sur Internet à l'époque pour se former par Et rapport à tu tout parles ce anglais qui. ou pas? Non, du tout. Ouais, donc en plus, ouais, tu aurais pu aller sur le site de Robert Kiyosaki et d'autres qui parlent d'immobilier, même si c'est pas le même pays, mais bon, ça t'aurait formé, mais bon, comme tu parles pas anglais, tu étais limité au marché français. Ouais, j'étais limité au marché français. J'étais limité par rapport à la zone géographique parce que pour moi, investir loin de chez soi, c'était compliqué. Donc, c'est pour ça que je m'étais focus sur les parkings et box. Mais le problème, c'est que, en fait, j'avais pas, mes comptes étaient pas clairs. J'étais souvent à moins 100 euros, moins 150. En plus, j'avais des crédits conso parce que j'avais fait l'erreur à l'époque quand je bossais au Monoprix au supermarché. J'avais un CDI, je vais chez les parents et je me suis dit, ouais, ça y est, je vais pouvoir m'acheter une voiture neuve. Donc, j'avais acheté une voiture neuve en crédit, tu vois, chez Volkswagen, une belle Polo à 20 000 balles. J'allais te Et demander ça, c'était quoi le c'était, style. Ouais, donc et c'était la, t'avais déjà des bons goûts, mais tu n'avais pas encore les moyens de faire les fonds, on va dire. ouais, je pense que j'étais comme le Français qui est dans une routine, qui ne sait pas forcément, qui a des moyens de faire de l'argent et qui consomme pour, euh, Mm. pour être dans une classe sociale et de se dire, voilà, j'ai une belle voiture, j'ai un peu réussi, alors qu'en fait, j'étais juste au SMIC et je payais 355 euros de crédit par mois pour une voiture, quoi. Ouais, Donc, donc là, et avec ça, tu peux acheter un appartement.
Donc, tu Et avais déjà voilà, c'est compris. ça le truc qui arrive après. C'est justement, et comme j'avais tous ces crédits en cours, bah, il n'y a aucune banque qui m'acceptait. Donc, Mais ce que attends, j'ai fait, une chose que je veux dire, parce que ouais, moi, bon, ceux qui le savent, je suis ancien agent immobilier, donc je fais aussi des crédits. Tu étais chez ouais, à la RATP. ouais, j'étais à la RATP, ouais. Donc, tu avais aussi un gros avantage. Mais bon, ça, on pourra le dire après, c'est que la banque adore les RATP. Et certains groupes, quand tu viens de la RATP, en général, ils ouvrent le coffre. Bien sûr, il faut avoir les comptes propres. Donc, ça, je pense que tu l'as réglé. Comment tu l'as réglé par rapport aux comptes bancaires? Eh ben, j'ai pressenti, j'avais vraiment ce déclic d'investir et je me suis dit, bah vas-y, tant pis, je vends ma voiture. Je vends ma voiture neuve, Ah, donc je l'ai acheté 18 000 et je l'ai revendu 10 000. donc Euh, déterminé. ouais, déterminé. Donc je l'ai revendu quand même 3 ans après que de l'avoir acheté. Hein. Je l'avais acheté en 2011, donc je l'ai revendu en 2014-2015, 3-4 ans. Et en fait, ces 10 000 balles, bah, ça m'a permis d'avoir un pécule de côté, Mhm. surtout, et de remettre mes comptes au propre. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à l'immobilier, donc les appartements, et pas les parkings et box, et de commencer à vouloir investir en dehors de la région parisienne, parce que c'était beaucoup trop cher, et que même si on allait à RATP, bah moi, je voulais pas juste un appart en région parisienne, j'en voulais plusieurs. Et Et donc donc là, j'ai commencé. directement, tu es parti du mindset d'un appartement. Entre parenthèses, je vais prendre l'exemple de l'autoroute du millionnaire, de ceux qui veulent un appartement qui va attendre 20 ans. Tu te dis, moi, je suis pressé, j'ai pas de temps à perdre, je vais en acheter 100 et puis ce sera plus simple. Voilà, c'est ça, je vais en acheter plusieurs. Donc, à ce moment-là, c'était en 2015, je commençais aussi à regarder. Il y a plusieurs types d'investissements dans l'immobilier, hein. Comme tu sais, tu as les immeubles de rapport, la location courte durée, la coloc, bah, les parkings et box, les locaux commerciaux, etc. Et à ce moment-là, j'étais encore un peu perdu, mais j'avais entendu parler que la location courte durée, comme ma tante en fait en Corse depuis des années, depuis 1999, ça n'existait même pas Airbnb, et qui a rentré vraiment du cash avec sa maison et ses chambres d'hôtes. C'est là qu'en fait, je me suis dit, je vais me mettre sur la location courte durée pour rentrer du cash. Parce que moi, tout ce que je voulais au fond de moi, c'était quitter mon travail de chauffeur de bus parce que c'était une douleur, je n'aimais pas mon travail et je voulais être libre financièrement. Et tu Donc, touchais combien en tant que chauffeur de bus? Parce que je crois que ça va, c'est correct. bah, en fait, on est sur le mois, on est à 1006, 1007. Maintenant, si on rajoute les primes, le 13e mois, sur mon relevé d'impôt, on était à 24 000 euros. Donc, on va dire 2 000 D'accord. euros par mois si on prend toutes les Donc primes et les primes de d'intéressement, quoi 13e mois. emprunter avec 600 euros par mois, quoi. 600, 700 euros Voilà, par mois. Mm. voilà, exactement. Avec la règle des 33%, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, Donc on va 600, 660. donc là, tu as tous tes problèmes, donc tu fais ton premier investissement, c'est ça? Donc, ah non, c'est pas. Là, le truc, c'est. Le pire arrive. Le pire dans mon histoire arrive. Donc là, j'ai tout. J'ai le pécule de côté. Voilà. Mais, donc, je me dirige. Donc, je cherche une ville dans un premier temps. Je fais pas mal d'annonces fictives dans plusieurs villes différentes, dans des annonces fictives sur Le Bon Coin, notamment, pour voir où c'est que ça prend. Tu vois, je mettais donc une annonce avec des photos assez pro, une bonne description, pour voir s'il y avait vraiment de l'intérêt à investir dans cette ville et pour me rassurer aussi que ça marche. Donc j'ai fait pas mal de villes à ce moment-là dans toute la France et je me suis mis donc notamment sur une ville en Normandie et à partir de là j'ai commencé à bien éplucher la ville, le secteur, etc. où investir et j'ai trouvé un bien vraiment vraiment très peu cher à 800 euros du mètre carré, un truc qui en vaut 2500 normalement, mais tout pourri, tu vois, fallait tout refaire. Je pouvais le diviser en deux apparts. Donc j'étais focus dessus parce que je me dis, putain, de un appart, je pourrais avoir deux apparts. Ça me rapporterait à peu près 2000 euros de cash flow net après avoir tout payé. Donc je me suis focus dessus. Et là, j'ai commencé à démarcher un maximum de banques avec mes comptes au propre, etc. Et en fait, pendant 6 mois, tellement que je le voulais, j'étais tellement focus dessus, j'ai eu plus de 20 refus bancaires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune banque qui m'a accepté le financement de ce bien-là. Et c'était quoi le souci? Donc le souci, c'est que, alors il y en a eu plusieurs, parce que j'ai fait tellement de banques. Donc il y a des banques qui me disaient que j'étais chez Boursorama à ce moment-là, j'avais mon salaire qui tombait dessus, j'avais mon pécule de côté. Il y a des banques qui me disaient, ouais, vous êtes dans une banque en ligne, donc on ne vous finance pas. Donc tu vois, c'était en 2016, ça, en 2015-2016, donc je ne sais pas Ah ouais, pourquoi. Boursorama n'avait pas été encore acheté par Société Générale, je crois. C'est pour ça. Ouais, donc il me disait, voilà, vous êtes dans une banque en ligne, ça va pas. En plus de ça, il faut mettre plus d'apport. Donc je T'avais comprenais combien pas. d'apport? Bah, je voulais pas mettre d'apport, moi. Ah oui, tu voulais En garder du fait, cash j'avais de pour faire d'autres l'épargne. opérations. Voilà, j'avais 6 000 7 000 de côté parce que je m'étais racheté une voiture. J'avais laissé ça et je dis, voilà, j'ai 6 7 000 de côté. Je le mettrai chez vous sur votre livret A une fois qu'on aura conclu. Mais en vrai, de vrai, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas eu crédit,
C'est parce que donc le bien, je l'achetais 50 000 euros et il y avait 60 000 euros de travaux. Et ce qui fait qu'en fait, bah, il y a plus de travaux. Le prix des travaux était bien plus élevé que le prix du bien et donc les banques avaient peur en fait. Ah, tu l'avais inclus dans le projet de financement, ça? Voilà. Ah, J'avais ouais. inclus dans le financement tous les travaux. Donc j'avais tout inclus, même le notaire, etc. Et ce qui fait qu'en fait, bah, aucune banque m'a accepté parce que les banques, comme tu sais, elles passent aussi soit par crédit, des cautionnements, donc crédit logement, la SACEF, etc. Il y en a deux, ouais. Il Et y en a deux différents. Enfin, il y a ouais, l'hypothèque et le crédit logement. Et en plus, toi, tu voulais voilà, faire du 110%. Et à l'époque, c'était un peu moins à la mode, les 110%. Ou sinon, ils le font, mais sur voilà. du neuf. Ouais, c'est ça. Donc ça allait pas. Crédit logement, on disait qu'il fallait pas dépasser 30% du prix du montant de l'acquisition. Donc ça veut dire un montant à 50 000, 3 fois 5, 15, ça fait 15 000 euros. Je devais pas dépasser 15 000 euros de travaux et là j'avais 60 000 euros. Et Ah ouais. l'hypothèque, il m'acceptait pas non plus. Donc là, je m'étais focus 6 mois dessus. Franchement, je savais que c'était une affaire en or et en fait, j'ai perdu 6 mois Et comment de ça mon se fait que temps. l'affaire ne partait pas? C'est bizarre. Les gens avaient peur ou... L'affaire, c'est-à-dire le bien en Bah, le bien, lui-même. 6 mois qui reste sur un marché, c'est vraiment qu'il est. Bah, en fait, c'est moi. En fait, j'ai dû, en fait, comme j'avais signé la Ah, tu l'as quand même promesse. bloqué. D'accord, ok. Ouais, je D'accord. l'ai bloqué pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'après, je renouvelais, ouais, je vais trouver le crédit. Donc, je parlais à l'agent immobilier. C'était devenu un ami, en plus, l'agent IMO. D'accord. Mais bah, ça a tenu 6 mois et finalement, bah, j'étais au fond. Honnêtement, je te Et dis, à donc, ce et moment-là, donc comment tu l'as eu alors? bah, je l'ai pas eu, celui-là, en fait. Je l'ai Ah, carrément pas eu. donc en fin de compte, tu as appris à la dure sur un bien et donc, ouais, t'as fait. En fait, c'est pas du temps de perdu, encore une fois, et ça, c'est important T'apprends pour toujours, ceux ouais. qui écoutent ce podcast. J'ai énormément appris sur la banque et aujourd'hui, je suis incalculable. C'est-à-dire que je sais faire financer n'importe quoi. Donc, j'ai appris comment parler, j'ai appris surtout que c'est pas forcément la banque qui est intéressante, mais l'interlocuteur qu'on a en face de nous, Mhm. qui va nous écouter, etc. Et à partir de ce moment-là, là, franchement, j'ai cru que j'allais arrêter, hein. J'ai dit, ouais. En plus, de plus en plus, il y avait des personnes qui faisaient des vidéos YouTube, etc. et qui disaient, ouais, moi, j'ai réussi, je suis devenu rentier, etc. Je me suis dit, mais les mecs, en fait, c'est tous des mythos. C'est impossible. J'y arrive pas. Pourtant, j'ai un bon salaire. J'ai 7 000 euros de côté. Bon, c'est pas la folie, mais c'est toujours ça. Et en fait, j'ai attendu 2 mois. Franchement, j'étais au fond du truc. Je pensais que j'allais arrêter. Et j'ai repris. C'était donc en septembre 2016. Et là, l'agent immobilier qui avait donc ce bien qui n'a pas été finalisé de 6 mois, là, il m'a recontacté, il m'a dit, tiens, j'ai un bien, il n'y a pas trop de travaux, il y a pas, c'est un local commercial, tu verras, c'est une affaire, ça fait 1 an qu'il est sur le marché, on peut baisser le prix à mort. C'est super, enfin, c'est une super affaire. Et là, du coup, je lui dis, OK, bon, j'y vais. Maxime, il s'appelait, j'arrive, Maxime, je vais venir visiter. Je visite le bien, j'appelle mon artisan, parce que du coup, j'avais fait quand même un réseau en attendant, j'avais mon artisan, etc. Et là, on chiffre les travaux, ouais, tout est OK. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, comme j'ai compris comment marchent les banques, j'ai été voir la banque, une autre banque, et je leur ai dit que je l'achetais pour ma résidence principale. Ah, Comme ça, ils me cassaient. Voilà, je tout à pense que fait. tu connais un peu cette Tout à fait. technique. Ouais. Et là, ils m'ont pas cassé les pieds. J'ai eu le financement mais direct, en fait, en même pas 2, 3 semaines, j'avais les offres éditées, etc., dans ma boîte aux lettres. Et là, j'ai commencé à faire assez cool. Mais par contre, c'était un local commercial, il n'y avait rien dedans. Pas de cuisine, pas de salle de bain, mais c'était assez propre. Voilà, Ah, il y donc avait. tu leur as dit que tu allais changer le local commercial, tu allais changer la désignation. Non, alors on n'est pas. Ouais, je l'ai changé quand même, mais on n'est pas obligé de le faire. En fait, il faut changer de local commercial en habitation. En fait, pour une raison simple, c'est que tu payes beaucoup plus de taxes foncières sur un local commercial que sur une habitation. Donc, je l'ai changé Non, pour ça, mais non, on n'est pas. c'est que le monde, les fois, les banquiers sont un peu stupides quand tu leur dis que tu vas habiter dans un local commercial. Ils te demandent de changer la désignation, mais bon, c'est pas grave, tu l'as eu. Ouais, non, là, C'est à ton ce cas à moment-là, part. ils ont pas tilté sur le compromis. Donc voilà, après, à partir de là, c'est parti. C'est-à-dire que j'étais lancé, le bien est en travaux, et là, je commence à chercher d'autres biens. Et là, je vais chercher, donc j'avais à ce moment-là, c'est vrai que j'avais un bon réseau d'agents immobiliers. Et là, on m'appelait, et là, il y avait 2 biens à vendre. Et j'ai directement enchaîné 2 mois après sur 2 autres biens, mais des biens, tu vois, à 30 000 balles. Donc, alors, ouais, j'ai oublié de dire, le local commercial, il était à 65 000, je l'ai négocié à 42 000. Tu vois, il y avait 20 000 euros de travaux, donc ça m'est revenu à peu près à 70 000 euros, tout compris avec les meubles, etc. Ce qui fait 317 euros de crédit par mois Ouais, donc il te sur restait ce bien-là, d'accord? un peu de largesse, il te restait 300, 400 € de crédit encore. Exactement. Et c'est là, en fait, que j'ai compris le système, comment marchaient les banques. Et du coup, eh ben, quand j'ai été voir les autres banquiers, donc l'autre banque, notamment donc le deuxième, c'était la Caisse d'épargne que j'admire. J'aime bien cette banque parce que je vais vous dire de quoi elle permet de faire. Mais donc, en fait, j'ai été voir une autre banque. J'avais acheté, enfin,
Il y avait deux biens à 35, un à 35 et un à 37 000. J'ai pris les deux directs, j'ai signé les deux. Et j'ai été voir à la caisse d'épargne parce qu'on me l'avait conseillé, parce que voilà, le réseau commençait à s'agrandir et que de bouche à oreille, c'était cool. Et là, je suis tombé sur un interlocuteur, un banquier de fou. Un mec, j'ai cru que j'allais lui baiser les pieds, tu vois, pour te dire. C'était le gars, ça faisait longtemps qu'il était là. Et je lui ai expliqué mon projet et là, je lui ai dit que c'était du locatif. J'ai dit que j'avais mes résidences principales. Donc la première, alors que j'allais la passer en LMNP par la suite, en loueur meublé non professionnel, en location courte durée. Mais ça, je lui ai pas dit. Je lui ai juste dit que voilà, j'ai ma résidence principale, mais comme elle est en cours de travaux, voilà, il n'y avait pas de revenus qui tombaient, etc. Et je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé ces deux biens-là. Vous connaissez très très bien la ville, vous avez vu que c'est extrêmement bien placé. C'est à un prix défiant toute concurrence. Il y a tant de travaux, je vais tout ramener. Le lendemain, donc j'ai fait un business plan, je lui ai vendu le truc. Le lendemain, c'est la première fois que ça m'arrivait, hein, alors que j'avais eu tous les refus bancaires, il m'a édité les offres directes. C'est lui-même, en fait, il n'a pas eu besoin de demander, parce que tu sais, Ouais, normalement, parce ils que doivent quand tu demander. quand t'as un montant, je crois que c'est en dessous de 15 000, ça dépend des banques, parce que même moi, mon premier financement pour enfin, ma première agence, quand lui, le banquier, c'est le directeur, et en dessous de 60 000 euros, il n'avait pas besoin d'aller demander au siège. Il prenait sa Exactement. décision tout seul. J'ai oublié le Exactement. terme, mais voilà, c'est une demande Ouais, de. ouais, mais il n'a pas besoin de demander au siège, j'ai pas besoin de demander c'est lui qui prend la décision. Ouais, c'est un nom qui reviendra après, je vais le retrouver. Ouais, Du ah coup, non, ouais, ouais, donc, là, non, il a une délégation, voilà. Il a une voilà, délégation. délégation. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, à partir d'un certain Et donc, montant. il t'a fait les deux en crédit logement? Non, non, donc à la caisse d'épargne, c'est la Hypothèque? SACEF. Oui, voilà, j'ai C'est oublié la parce que je sais SACEF. que eux, moi, quand j'ai voulu faire la même chose, et j'ai fait la même chose avec la Banque Populaire, et comme c'est le même groupe, indirectement, c'est BDBE, je sais pas quoi là, et bah, j'ai eu un problème parce qu'ils ont grillé que je faisais plusieurs financements en même temps. Donc, bon, ils m'ont dit, bon, monsieur n'est pas assez malin et j'aurais dû faire une autre banque. J'ai pas fait, j'ai pas fait, j'ai fait le même groupe sans le savoir. J'ai pas cherché. D'accord, ouais. Non, non, Donc là, moi, toi, là, tu as eu les deux, et donc, c'était le même qui avait financé le premier projet? non, alors le premier projet, c'était D'accord. Banque Populaire, justement. C'est marrant que tu en parles. C'était Comme Banque quoi. Populaire. Donc là, c'était. Donc, pareil, c'était Mais il le un savait ou pas? Tu lui organisme. avais dit que tu avais le. Ok, J'ai d'accord, dit, ok. bah, justement, c'est ça que j'ai dit que j'avais ma résidence principale qui était financée à la Banque Oui, ça l'a Populaire. rassuré, ouais. Et voilà, en fait, les banquiers aiment bien qu'on ait d'abord sa résidence principale et qu'ensuite on investisse, alors que ça n'a pas de sens dans un Non, terme parce que eux, ils d'investissement savent immobilier. ils peuvent se retourner sur le bien principal. C'est juste Voilà, stupide, c'est ça. mais bon. Et à la base, nous, en tant qu'investisseurs, on dit souvent il faut pas avoir de raison principale parce que bah, vaut mieux rester locataire et faire plein d'investissements. Mais bon, C'est après, ça, ça. c'est. Des fois, il faut suivre les règles de la banque, puis ensuite modifier. Parce que moi, j'ai fait pareil. Et quand j'ai acheté en principal, bah, je suis sorti, j'ai fait un an en tant que locataire. Puis après, je l'ai mis en location. Et quand je l'ai revendu, je suis rentré dedans quelques mois pour le revendre pour pas avoir de plus-value. Mais bon, parenthèse. Donc, Ouais, comme quoi, après, il faut être souple, il faut connaître les règles. Et bah, toi, c'est ce que tu as fait. Parce qu'on t'a appris dans le dur. Et comme tu étais vraiment déterminé, bah, tu as appris rapidement. Tu n'as pas mis 20 ans sans faire de formation, même si on va dire qu'on conseille toujours de faire de la formation, on gagne du temps, hein. ouais. Donc là, tu avais trois biens. Donc je crois en tout, là, Aussi, actuellement, je me suis formé à l'époque, hein. Je me suis formé, j'ai fait une formation IMO, ouais. mais elle n'a pas été, enfin, pour moi, elle n'était pas au top par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et comment gagner de l'argent. Mais je m'étais formé à l'époque. Mais Donc c'était pas une formation plutôt fast lane, on va dire. C'est une formation, on te dit qu'il faut ouais, garder. voilà, c'est la base, c'est genre acheter un ou deux apparts en 3 ans. Moi, ce que je voulais, c'était enchaîner et faire de la location courte durée. Donc ça m'a appris Surtout, les bases de l'IMO. surtout, on précise bien, tu avais toujours un boulot qui te permettait d'acheter, mais toi, tu voulais vraiment prendre l'indépendance et rapidement quitter le boulot. Ouais, c'est ça. Donc c'était C'était un peu ton vraiment, drive de dire, voilà, moi j'en ai marre, voilà. Je vois tous les gens, parce que tu le dis en plus sur YouTube, je vois tous les gens qui disent qu'ils sont indépendants, s'ils peuvent le faire, je vais le faire. exactement, c'est Donc là, exactement ça. pour préciser, donc tu as trois biens, qu'est-ce que tu fais? Donc tu les mets les trois en courte durée, et tu les gardes en. Donc Oui, voilà, là on les a en travaux, je mets les trois en courte durée directement. Et donc ça cartonne, un truc de malade. Je suis C'est une super ville, content. c'est une ville où il y a, c'est une grande ville, c'est une petite ville? C'est une ville de 100 000 habitants, tu vois. Donc Autour de Caen, c'est ça? Ou c'est peut-être même Caen? ouais, c'est autour de Caen, exactement, Ouais, je c'est ça. connais un peu. Ok, d'accord. Et du coup, bah là, ça cartonne et je vais pas m'arrêter, quoi. Donc, je commence à regarder d'autres biens sur le Bon Coin notamment, mais surtout, j'avais un gros réseau d'agents immobiliers qui travaillaient pour moi. Parce qu'une fois que tu as signé un ou deux biens avec un agent immobilier, il va te ramener plein de biens. Donc, et là, il me rappelle, il me dit, ouais, j'ai encore un bien, c'est un gars qui vend deux apparts. Donc là, j'enchaîne. Je le visite, je le fais, ok, je signe. Là, je vais voir la banque. Pareil, je lui dis, voilà, je mets à l'appui.
tout ce que j'ai déjà rentré en si peu de temps avec la location courte durée. Donc tout ça, hein, tout ce que je l'ai expliqué là, ça s'est fait Mais sur 18 mois. comment tu fais comme maintenant, logiquement, t'es plus finançable? Parce que là, même si tu es devenu investisseur, tu Si, n'es plus finançable. si, parce qu'en fait, ils prenaient en compte D'accord. les Les loyers loyers? qui tombaient en plus. D'accord. Et sachant que j'avais passé la résidence principale également en location courte durée. Donc j'avais 3 locations courte durée Donc, qui tu avais crachaient environ vraiment du cash. 2000 euros de salaire, plus environ 1000 euros, enfin, un peu moins de 1000 euros donc Même, de revenus. Ah bah j'avais, non, t'es en courte ouais, durée, c'est vrai, donc t'avais ouais, je peut-être suis des en loyers courte plus durée. importants. Oui, oui. J'étais à 1500 même, 1500 de cash flow net sur les 3 apparts, hein. D'accord, Donc, ok. plus mon salaire, à ce moment-là, les banques elles commencent à t'ouvrir un peu plus de portes parce qu'elles voient que tu investis Enfin, intelligemment. même là, en général, elles sont un peu chiantes. Mais bon, comment toi, t'as géré ça? Et comment t'as enchaîné Bah, après le reste? encore une fois, c'est le business plan, le business plan, le dossier bancaire en béton armé. Moi, il fait 17 pages, hein, mon dossier bancaire. Donc, Et, c'est un et dossier comment tu bancaire. l'as fait, toi? T'as vu un comptable? Tu l'as appris tout seul? Comment t'as monté le Non, dossier? j'ai appris tout seul. J'ai D'accord. appris tout seul. Là, sur le terrain, en fait, à force, en fait, si tu veux, ça m'a appris à force de me prendre des refus bancaires et de parler à énormément d'interlocuteurs en face de moi. J'ai tellement appris à ce moment-là que j'ai vu les points faibles, en fait, des banquiers et ce qu'ils recherchent surtout. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux, tu vois? Eux, c'est Ils du veulent des cash, garanties, ouais. Ils veulent des ils garanties. veulent de la garantie, ils veulent du patrimonial parce que il y a plein de personnes encore qui investissent et je critique pas ceux qui font des immeubles de rapport dans les régions de 5000 habitants, 10 000 habitants. Mais encore une fois, c'est pas patrimonial, tu vois. Enfin, moi, je suis pas aligné avec ça. Je préfère être dans des villes de 100, 200 000 habitants où il y a une attractivité et où la fréquentation des habitants augmente, tu vois. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est le secteur où j'investissais était très bien, c'est-à-dire le secteur dans la ville. C'était pas parce que tu sais que dans chaque ville, tu as des secteurs où il faut pas forcément investir, Oui. etc., qui sont pas top. Et ben là, en fait, tout était bien ficelé. Donc là, j'ai commencé à enchaîner. Après, j'en ai acheté donc 2 de plus directement à la banque. Et c'est passé crème. Et donc ça, attention, quand je parle de tout ce que j'ai investi là, en 18 mois que j'ai fait ça. Hein, ça n'a pas été fait le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après. Hein. Donc là, j'ai commencé à enchaîner. Donc ça m'a fait 5 apparts. Ensuite, j'en ai enchaîné 2 autres à un même. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, je les achetais deux par deux, Deux par deux, ouais. Et au même propriétaire. toujours la même banque, même propriétaire? Non, c'est-à-dire que, ouais, pas au même propriétaire, mais en gros, les deux que j'achetais, alors en même temps, c'était un propriétaire. Les 2 autres que j'achetais, c'était un propriétaire. Donc, c'était beaucoup D'accord. plus facile. Donc, sur un même compromis, à avoir deux, ils étaient sur les mêmes paliers à chaque fois. Ils étaient super bien placés. Je faisais des bonnes offres. Comment tu faisais? C'est-à-dire, Bah, comme pour acheter sur le même palier, même propriétaire, comment c'était non, bah, l'occasion? c'était C'était l'occasion. l'occasion? En fait, c'était D'accord. le gars, il vendait et je suis tombé à chaque fois, on va pas dire par chance, mais parce que j'ai beaucoup cherché. Mais je tombais sur un propriétaire à chaque fois qui vendait deux par deux, enfin, 2 apparts. Donc, je me suis focus dessus. Hop, j'ai enchaîné. Là, j'en avais acheté 7. À ce moment-là, j'étais à 7 apparts. Et à partir de 7 apparts, donc pareil à la banque, financement OK. Après, je faisais beaucoup de différés aussi. Donc, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est un levier qui est extrêmement puissant. Tu Donc, différais le remboursement? voilà, différer le remboursement, donc des différés partiels, ce qui me permettait de payer très très peu de crédit et de rentrer vraiment énormément de cash flow. Et ce qui me permettait de créer une trésorerie rapidement. Et les banquiers, en fait, ils adorent ça, en fait. Et tu étais sous quelle structure? Est-ce que tu t'es mis en J'ai de la- SCI, Non, non, en je nom suis resté en nom propre? propre. D'accord, Nom ok. propre. Et pourquoi en nom propre? Bah, parce que j'ai décidé, en fait, à l'époque, si tu veux, bah, là, on est en 2020 quand on tourne ce podcast. À ce moment-là, en 2016, 2017 et 2018, il y avait donc il y a toujours le LMNP, si tu veux. Mais maintenant, bah, il y a un régime qui s'est fait que si on dépasse 23 000 euros de revenus par an avec la location courte durée, enfin, ou peu importe avec le meublé classique, on passe au régime du LMP, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Et en fait, à l'époque, quand tu étais en LMNP, tu pouvais énormément défiscaliser, donc du coup, je payais pas d'impôts, que je paye toujours pas aujourd'hui, d'accord, parce que j'ai beaucoup de choses à défiscaliser, mais une fois que j'aurai plus rien à défiscaliser, malheureusement, je passerai en LMP, en loueur meublé professionnel. Et en loueur meublé professionnel, bah, on est beaucoup plus imposé qu'en loueur meublé non professionnel. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je m'étais mis en LMNP et en nom propre, d'accord, parce que en fait, le truc, encore une fois, qui est important pour ceux qui veulent faire de l'immobilier et qui nous écoutent, ça va dépendre de ta stratégie. Si tu veux toucher du cash flow tout de suite et vivre de ton immobilier, il faut que tu commences en nom propre. Parce qu'en LMNP,
donc en l'immobilier non professionnel, tu peux te servir de ton cash flow tout de suite et en faire ce que tu veux. Que si tu investis en SCI à l'IS, donc à SCI, Société Civile Immobilière, à l'impôt sur les sociétés, bah, en fait, ton argent, il est dans une société. C'est pareil qu'une société classique. Et pour le sortir, soit tu vas faire passer des frais dessus, d'accord? Ou alors tu vas te servir soit en salaire, mais tu vas payer beaucoup d'impôts, ou tu vas te servir en dividende. Et c'est un peu chiant, tu vois. Sinon, il C'est faut créer une bon, holding et il faut faire remonter sur la plus grosse structure au-dessus si possible. Mais bon, c'est pas pareil, tu paieras toujours un peu d'impôt. Ouais. ouais, tu paieras toujours un peu d'impôts. En fait, pour moi, la stratégie de la SCI à l'IS, c'est une stratégie pour moi qui est beaucoup plus développée, justement, comme ce que tu dis là, à laisser les bénéfices dans la société, les faire remonter dans une holding et continuer d'investir à travers des SCI dans l'immobilier. En fait, pour moi, c'est construire du patrimoine, Mais c'est pour ça que moi, la SCI. bizarrement, je préfère la SA, la SAS à l'IS. Mais ça, c'est compliqué et il faut dépasser un montant. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. Ouais, ça, c'est Mais un peu plus moi, en général, poussé. tu prends la SA et tu fais une copie des statuts, parce que la SA, c'est un contrat. Donc, tu peux prendre le statut de la SCI et tu la mets sur le statut de la SAS. Mais c'est pareil. Mais après, bon, c'est un peu Ouais, technique et j'ai invité un ami à toi, logiquement, que tu connais, qui va s'occuper de la fiscalité. C'est lui qui va parler de ça. d'accord. Je t'en reparlerai. Donc, bon, là, Ok. donc, tu as assez de biens. Donc, tu te dis quoi? Je quitte mon boulot, c'est bon, Là, je quitte. Non, mais je carrément, me mets. non, mais attends, concrètement, je me barre direct. Alors, chose importante, à ce moment-là, bah, j'avais quand même bossé 4 ans à la RATP. Je me suis dit, bon, j'ai cotisé pour avoir du chômage, etc. Donc je me dis, bah, je vais quand même profiter un peu de ce que j'ai fait et de ce que j'ai cotisé. Donc, je demande une rupture conventionnelle à la RATP. Mais ils me l'acceptent pas. Ah ouais? Et pourtant, j'ai tout, ouais, j'ai C'est dit, vrai que ça, voilà, que là-bas, c'est tellement rare que les gens partent, ils ont dit, ah, mais lui, il se prend pour qui, lui? ouais, lui, il se prend pour qui? Tu vas faire quoi? J'avais été voir le directeur de mon dépôt et il m'a dit, tu veux faire quoi? Et je lui ai expliqué, ouais, je vais déménager, je vais commencer à monter des choses. En plus de ça, j'étais dans l'optique de monter une conciergerie pour s'occuper de mes propres biens. On en reparlera juste après. Et voilà, de commencer à partir et faire ma vie, quoi, mon bout de chemin. Et il voulait pas. Il voulait pas. Pourtant, j'ai tout amené parce que quand on fait une rupture conventionnelle, faut amener pour quand on veut partir, etc. J'avais fait un super dossier, ça n'a pas été accepté. Donc honnêtement, ce que j'ai fait, je me suis renseigné sur Internet et la seule chose pour que je puisse toucher un chômage et pour quand même m'assurer d'avoir un chômage tout simplement, abandon de poste. Et là, pareil, j'ai fait le tour des réseaux. Sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi et 90% des gens expliquaient qu'un abandon de poste, tu ne touches pas de chômage. Alors que c'est complètement faux. En abandon de poste, tu as bien ton chômage qui tombe une fois que tu as été licencié. Donc, tu as Donc, eu 55% de ton chômage, donc tu as eu environ 1003, 1004, c'est ça? ouais, exactement. 1003 à peu près, durant un an et demi. Mais voilà, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'allais plus au boulot, etc. Ils ont commencé à m'envoyer des lettres et abandon de poste, tu vois. Et donc, tu avais. J'ai fait plein de rebonds, excuse-moi. Hein. Donc, tu avais 7 lots, ça correspondait à combien en termes de cash flow? Les 7 lots, encore une fois, ça dépend de la saisonnalité, ça dépend de, voilà, c'était le début, donc voilà, on tourne à peu près, on va dire, en pessimiste, vraiment en payant tout, à entre 4 et 5 000 de cash flow. 4 5 000 de cash flow. D'accord. Ouais. Et donc, cette lot, comme au début, tu parlais plutôt de biens à 30 000 euros. Donc, techniquement, en 18 mois, on va dire 2 ans, tu as investi un peu moins de 200 000 euros, c'est ça, sur les biens. Non, parce qu'il y a des biens, en fait, je les ai achetés 30 000, mais vu qu'ils étaient pourris, je les ai refaits, donc après, je les ai refait estimer, donc ils prennent de la valeur. Donc en fait, D'accord. tout ce que j'ai acheté, ça prend de la valeur. Et puis j'en ai acheté que deux à 33 et 35 000. Le reste, c'est 50, 60 et un à 80. Donc ouais, on est plus Ouais, t'es à environ peu près à 400, 400, 500 000. Ouais. 500 000. D'accord, ok. Sachant qu'après, j'ai pas fini parce que j'ai continué à enchaîner l'immobilier avec mon papa cette fois-ci, lui qui avait une petite retraite, qui est intermittent du spectacle. Tu vois, il fait du son, il fait de la Mhm. musique, etc. Et il a vu que ça cartonnait. Donc après, on a enchaîné, on a racheté 2 apparts en SI LIS ensemble. Mais surtout, en fait, avant ça, euh, j'ai monté une conciergerie. Juste une Donc, question, parce que je ouais. pense que les gens vont se poser la question et c'est important. Donc là, t'as un patrimoine, donc c'est bon, t'as fait un gros mindset, t'as changé assez rapidement. Tu as 4 à 5 000 euros de cash flow. Est-ce que là, actuellement, même quand tu quittes, la question paraît bête, hein, est-ce que tu es rassuré, tu dis c'est bon, voilà, c'est fini, je suis libre, ou tu dis ouais, il peut y avoir un trou, il peut y avoir. Et est-ce que tu trouves que 4 5 000 c'est assez? Ou tu dis bon, c'est pas grave, je vais doubler, je vais tripler comme j'ai commencé, parce que quand même, c'est grâce aussi à ton travail que tu as pu faire ça. Donc est-ce que tu n'as pas eu une peur, tu dis voilà, j'ai plus de boulot, donc pour réinvestir, ça va être plus compliqué, parce que tu passes dans une autre catégorie. Là, en fait, j'étais dans une optique déjà d'avoir quitté mon job et j'ai gagné plus
que ce que je gagnais à la RATP. Donc, je me posais pas trop de questions. Je me disais que ça me suffisait par rapport à la vie que je menais à ce moment-là, une vie simple. Plutôt Euh, minimaliste, on va dire, ouais. voilà, minimaliste. Moi, je suis pas fringue, je suis pas grosse bouteille en boîte, etc. C'est pas moi, tu vois. Donc moi, voilà, je suis pas dépensier et ça me suffisait largement. Et ce que je voulais, c'était monter d'autres business et surtout la conciergerie, donc m'occuper donc de mes propres logements parce que la location courte durée, c'est bien, mais derrière, faut gérer tout ce qui est checking, check-out, ménage, linge et Ouais. gestion des annonces. Ouais, pour reprendre ce que dit Robert Kiyosaki, je sais pas si tu avais lu son deuxième bouquin, Cashflow Cadran, le cadran du cash flow. En fin Ouais. de compte, tu étais passé du employé à self-employé. Tu étais business owner parce que tu étais patron, mais comme tu faisais tout, tu restais en fin de compte un peu comme un docteur qui a besoin d'être là pour faire ses opérations. Donc toi, ton but, c'était plutôt de passer de l'autre côté, côté gauche, où tu voulais vraiment que ça soit autogéré. Voilà, c'est ça. Je voulais que ce soit automatique. Donc, moi, j'ai jamais fait un seul checking, un seul check-out, un seul ménage, rien. J'ai directement pris, on n'en a pas parlé, mais dès que le premier logement a été fini, j'ai pris une personne en auto-entrepreneur qui gérait mon bien, puis qui a géré tous mes autres biens. Et à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi pas monter une conciergerie qui va gérer d'autres biens, parce que je sais faire. C'est ma zone de génie. Je sais déléguer, je sais apporter de la valeur pour les clients. Donc pourquoi pas. Et ça, tu l'avais déjà vu, tu avais déjà fait une formation, tu avais Ah déjà vu une non, personne? non, non, Non? non, ça m'est venu direct en tête. Je me suis D'accord. dit, ouais, enfin, j'ai vu déjà des conciergeries, si tu veux, c'était connu. Donc ça, c'était en 2018. Ça existait déjà des conciergeries qui prenaient un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Mais enfin, en tout cas, sur le marché, il n'y avait aucune personne qui en parlait, aucune formation, rien du tout. Donc là, je me suis mis à commencer à faire de la gestion d'appartements. J'étais bien entouré à ce moment-là. Le truc, encore une fois, il est là, le réseau. J'ai appelé mon avocat. Je lui ai dit, ouais, tu sais comment ça marche? Est-ce qu'il faut un contrat? Je sais qu'il faut un contrat de prestation de service pour faire de la gestion parce que sinon, il faut une carte G comme la carte d'agent immobilier. Mais avec ma méthode, on n'a pas besoin de carte G. Et c'est là D'accord. toute la méthode avec un contrat de prestation de service. Et donc, du coup, il m'a rédigé un contrat. J'ai commencé à enchaîner. J'ai commencé à faire mon site internet. Donc, j'ai payé un gars. Il m'a fait un bon référencement SEO. Je suis passé en numéro un dans ma ville directement au bout de 2, 3 semaines, sans publicité, hein, Google, etc. Et là, boum, on a commencé à me contacter. Ça a commencé à prendre. Et de fil en aiguille, bah, la société de conciergerie elle a commencé à monter. Mais à ce moment-là, il y a eu quelques problèmes. Il y a eu quelques problèmes parce que, encore une fois, j'ai été trop vite. Je suis monté trop vite. Je signais des clients trop vite et mes gestionnaires qui faisaient le ménage, etc., ils ne suivaient pas. Et j'ai eu pas mal de problèmes à ce moment-là, donc des clients mécontents. Et du coup, j'ai décidé de me dire, OK, j'en garde une quinzaine en gestion et plus les miens, donc tous les apparts que j'ai, donc les 10, parce que j'en avais 10 à ce moment-là, plus ceux que j'ai investis avec mon père. Donc ça me faisait 25 appartements en gestion. Et je me suis dit, bon, OK, je reste comme ça se gère en full automatique. Et derrière, et derrière, en fait, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai failli taper un burn-out, si tu veux, à ce moment-là, parce que je bossais beaucoup. Il fallait que je gère pas mal de choses par rapport à la conciergerie, mes apparts et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller voir mon meilleur ami en Australie. Et en même temps, je vais voir si mon système, il marche vraiment à distance. Tu vois, je vais à l'autre bout du monde. Et donc là, je suis parti à l'autre bout du monde. J'ai laissé tourner le business et ça a fonctionné. Tu vois, Question sur la structure. ouais. Donc deux questions. Je t'ai pas parlé donc, de ton père. Donc, ton père, tu as acheté donc 3 lots avec lui. Ton père était salarié ou déjà en retraite? Ouais, il était intermittent du spectacle. Ouais, d'accord. Donc, en plus, c'est pas un cas facile à financer. Il Non, avait du cash non, peut-être de non. côté? Un petit peu, ouais. D'accord. Toujours pareil dans le même secteur? Tous les biens sont dans le même secteur? Ouais, tous les biens sont dans le même secteur. Ok. Et donc, la conciergerie, donc, tu la montes sur quelle structure? Tu fais auto-entreprise ou tu crées Au début, je fais une SASU directement. D'accord, ok. SASU parce que j'étais tout seul et après, j'ai remis en SS parce que je me suis associé avec mon frère. Par la suite, il n'y a pas très très longtemps. Donc, D'accord. mais ça a été SASU direct au début. Je veux pas auto-entrepreneur, c'est bien pour se lancer, mais finalement après, tu t'aperçois que c'est pas le système qu'il te faut par rapport aux charges, par rapport à la Par TVA, rapport par à la rapport à TVA, plein de bah ouais. choses. Ouais. C'est pour ça que moi, Donc, pareil, j'aime pas ce système-là, mais bon, des fois, tu n'as pas le choix, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. À moins que tu es sûr que tu vas rester petit. Ouais. Donc c'est par ça en rapport à fait. ça, donc tu te fais aider un peu pour la conciergerie, parce que comme tu veux automatiser, c'est toujours la même personne qui était auto-entrepreneur qui t'aidait, ou tu avais Non, d'autres. j'avais beaucoup de personnes. Là, non, non, je tournais entre 4 et 5 personnes D'accord. à ce moment-là qui tournaient juste pour moi, hein. Donc, avec tous les appartes Quel et type de statut ils avaient, eux? tous auto-entrepreneurs. D'accord.
Donc, moi, ils me faisaient des factures par rapport à leurs prestations. Donc, on s'était mis d'accord. Je faisais des prestations avec le check-in, le check-out, le ménage. Enfin, check-in, check-out, ça, je l'ai automatisé complètement avec des boîtiers à clés, avec des systèmes domotiques pour des entrées dans les bâtiments, etc., par téléphone. Tout ça, j'ai automatisé. Donc, ils avaient juste finalement le ménage à faire et le linge. Et répondre aux voyageurs. Donc, Donc finalement, c'était. tu deviens assez facilement entrepreneur parce que bon, ça, on n'a pas dit, on a parlé en off, et même avant ça, c'est que tu as essayé plein de business, mais ça, plutôt, immobilier, concierge, ça passe assez facilement, entre parenthèses. Ouais, Parce ouais, on n'a comme on pas dit dit, en off, non. tu as fait Ouais. comme tout le monde, MLM, Amazon FBA, enfin, t'as J'ai tout fait. commencé par le MLM. Après, après, quand j'étais dans l'immobilier, je me suis dit, putain, je veux encore plus de cash. Je veux faire un. Tu sais, à un moment donné, en fait, l'Internet a explosé avec les formations, etc. Et j'ai commencé à me former, pareil, sur le dropshipping, sur Amazon FBA, je sais plus ce que j'avais fait, sur plein de choses. Et finalement, je suis resté focus sur l'immobilier parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est pareil, même encore une fois, ce qui est important dans ce podcast-là, pour ceux qui nous écoutent, c'est d'être focus sur une seule chose, même sur un type d'investissement. Parce que j'en ai pas forcément parlé, parce que là, on n'a pas trop de temps ensemble, mais de toute façon, pour ceux qui veulent, j'ai expliqué tout mon parcours dans mon livre. Mais j'étais focus au début sur donc, les parkings et box. Après, j'étais sur les immeubles de rapport. J'ai perdu 6 mois à aller chercher des immeubles de rapport à droite, à gauche, dans les zones de 5-10 000 habitants, tu vois, pareil, parce que j'avais vu sur Internet que ça marchait bien. Et j'étais pas focus, j'ai perdu du temps. Alors que quand j'étais focus sur la location courte durée dans une ville et dans un secteur, bah, c'est là où j'ai explosé. Et après, j'ai monté la conciergerie, c'est là que ça a explosé aussi. Donc Non, mais finalement, il faut être focus sur une seule c'est chose. important de le dire. Mais toi, en fin de compte, tu as cherché le truc qui marchait. Dès que ça marchait, ça aurait été Voilà, FBA, tu serais concentré dessus, mais tu cherché le petit truc qui te donnait la preuve que ça marchait. Parce qu'à un moment, ouais, tu l'as c'est même ça. dit. Tu dis, mais c'est tous des mythos. Donc, tu t'es prouvé que ça marchait. Et puis là, tu dis, bon, ok, j'en ai fait un, ben, je peux en faire 10. Donc après, tu as poussé. C'est Donc, ça. c'est juste pour donner l'exemple que voilà, des fois, ben, ça marche pas, mais il ne faut pas dire, ah, c'est une arnaque ou c'est pas bien. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, dropshipping, c'est pas bien. Non. Tout le monde marche dans un secteur, mais il faut trouver ce qui plaît, et où on a une certaine intelligence. Donc, je pense que la conciergerie immobilier, c'est un truc que tu captes tout de suite. Donc, très bien. Donc, tu vas en Australie. Et donc là, tu vois que ça marche. Tu dis quoi là? Je vais rajouter un zéro de plus ou qu'est-ce que tu te dis? Non, là, en fait, je chill complètement. Après, je pars en Thaïlande, je m'occupe de rien, ça tourne en full automatique, j'ai de l'argent qui tombe. Je m'occupe de rien. À ce moment-là, je suis là, vraiment, je chill, hein. Je vais à droite, à gauche, je prends l'avion. Bon, là, du coup, là, du coup, les dépenses, c'était plus les mêmes. Et je me suis dit que c'est bien d'être libre financièrement, mais quand tu t'es plus dans ton train-train quotidien de payer ton petit loyer, tes petites courses, etc., où tu comptais tout, bah là, quand tu commences à prendre deux, trois Airbnb, deux, trois avions, deux, trois trucs, bah, tu t'aperçois qu'il faut quand même un peu plus d'argent. Mais à ce moment-là, je me posais pas la question. Je me suis dit, d'accord, je vais écrire un livre. Et c'est pas pour l'argent que j'ai fait ça, c'est pour impacter, tu vois, pour vraiment dire que ça me plaît. Je sais pas, ça m'a toujours plu. Je suis un artiste, si tu veux, on en a pas parlé aussi, mais moi, je fais du son depuis que j'ai 17 ans. Je suis compositeur. J'ai pris ça de mon papa. Bon, moi, je produis plutôt des musiques hip-hop, rap. J'ai fait d'ailleurs des instrus pour des rappeurs connus en France, notamment Alonso, This Is La Peste, Baby, etc. Euh, Et t'as été payé dessus? ouais, j'ai été payé dessus. Ouais, pareil, tu vois, j'ai fait beaucoup de sons aussi. T'es inscrit à la SACEM alors? Voilà, c'est ça. Oh, le beurre. Voilà, ça, c'est vraiment le truc passif. Oh, c'est bien ça. C'est ça. Donc après, mais par contre, j'ai mis de Et le côté logo, c'est toi qui l'as fait le logo ou pas? le logo. De ton site et la casquette là. J'aime bien ton logo. Ouais, ouais, le logo de ma casquette, ouais, c'est moi qui ai fait, D'accord. c'est Ah moi ouais, qui ai donc tu as fait vraiment ça. un côté artistique alors. Donc Ouais, c'est ça. Donc, souvent ça aide dans le business. Souvent, en fin de compte, on est soit à l'opposé, on est vraiment rien, on n'y connaît rien en business. Et souvent, quand on y connaît un petit peu, on a vraiment une touche un peu différente et un avantage. Le côté artistique est un truc vraiment lié au business en général. c'est ça, exactement. Donc pareil, donc tout ce qui est milieu artistique, je me suis dit, bah, moi, j'aime bien le son, j'aime donc, écrire. Alors, pourtant, en fait, il y a plein de choses qui s'est mis dans la tête. C'est-à-dire que, putain, si je sors un livre alors que je pars de rien, que j'étais nul à l'école, mais rien que mes parents, ils seront fiers de moi que j'ai écrit un livre, ben, ma famille, mes grands-parents, bah, ma famille, quoi. Et même, putain, je l'ai jamais fait, mais je voulais aller revoir mes professeurs pour leur donner mon livre, tu vois. Parce que ceux qui n'ont Ah, pas cru en bah, moi. en parlant de ça, tu as encore des potes à la RATP? Tu leur as fait comprendre, tu leur as dit que voilà. Mais en fait, à l'époque, je leur faisais déjà comprendre. Mais j'étais même pas. Je commençais à acheter un peu, ou même quand j'échouais, je leur parlais déjà d'immobilier. Mais les gens, tu sais, ils sont à la cafette, ils sont en train d'attendre de repartir avec leur bus au terminus, mais ils écoutent pas. Ouais, Non, mais non, mais c'est. surtout qu'il y en a, ils pensent que c'est. Enfin, parce que nous, bon, nous, on vient de banlieue, donc ils pensent que souvent, c'est une réussite de faire la RATP. Alors, je vais pas mal parler, parce que j'en connais beaucoup qui l'ont Ouais, fait. Pour eux, c'est le bout du monde, c'est fini, hein. Ils peuvent s'arrêter, voilà. Mais t'es comme moi, t'as bien compris que la retraite, il y avait un problème. Pour moi, il n'y en aura pas. Et surtout avec les problèmes qu'on a actuellement, donc on aura encore plus de dettes d'État.
Et donc souvent, ils ont les RATP, ils disent voilà, ils sont arrivés, c'est magnifique, je suis meilleur que toi. Et en fin de compte, non, malheureusement, c'est bien les RATP, c'est mieux que zéro, c'est mieux que McDo et autres, mais bon, voilà quoi. En fin de compte, et en fin de compte, c'est un avantage. Avec les RATP, les gens pourraient se servir de levier pour faire autre chose, et malheureusement, ils restent bloqués à ça, ils pensent que c'est la fin. Mais bon, on va pas juger, chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais, en Ouais, tout cas, c'est ça. Après, on est tous passés par là, on essaie de convaincre les gens, mais ça sert à rien, en fin de compte, chacun est comme il est, et voilà quoi. ouais, carrément. Donc voilà, là, je commence à écrire mon livre. Je l'ai coécrit avec mon meilleur ami d'Australie parce que moi, au niveau écriture, bon, je reste pas une flèche. Et lui, il est très, très bon. Donc, il m'a beaucoup aidé à l'écrire. Donc, ça m'a pris un an à l'écrire. Tu vois, là, pendant ce temps-là, j'étais en vacances, j'écrivais, je partais voir les potes à droite, à gauche. Voilà, chill total. Et c'est après, donc, une fois que j'ai écrit mon livre, je suis revenu en Australie un an après, donc, pour finaliser avec mon meilleur ami. Et là, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Et c'est là où c'était en janvier 2019. Janvier 2019, ma première vidéo YouTube est sortie sur l'investissement immobilier en général. Et même s'il y avait du monde qui expliquait déjà sur YouTube, moi, j'avais ma manière d'amener les choses, j'avais ma manière de faire. Bah, Et déjà, t'as ta présentation dès le départ, on dit mais c'est quoi ce mec? Et en plus, ouais, et en plus, comme t'as un côté, parce que maintenant on le sait, on a compris, hip-hop, on va dire. Donc l'hip-hop de l'immobilier. On a l'hip-hop de l'investissement en bourse. J'avais comment, ouais, comment il s'appelle déjà? Euro avec Forex USD. King, ouais, Voilà, donc là, on l'a en Mathieu. immobilier. Donc voilà, au moins là, tu sais que tu touches, les gens ils comprennent. Et même si ça va pas plaire à certains, au moins, il y a Mathieu, il y Ouais, a toi. alors après, c'est vrai que là, je m'étais mis à un moment donné sur mes premières vidéos, j'étais marrant et tout, je faisais mes petits trucs en début de vidéo. C'est vrai que je le fais plus maintenant, je fais des vidéos un peu plus pro. Et finalement, en fait, ça me manque et je vais reprendre des vidéos. C'est pas marrant, mais avec des petits trucs en plus. Là, je fais trop des vidéos pro et je sais pas euh, si c'est aussi bien que ce que je faisais au début. Enfin bref, ça, c'est un avis personnel. Je pense qu'il faut se démarquer, en tout cas, quand on arrive dans n'importe quel business et qu'il y a déjà du monde. Même si demain, on ouvre un restaurant dans une rue où il y a 12 000 restaurants, bah, démarque-toi. Démarqué et être original, donc faire ce qui te plaît toi. Si Et ça te plaît voilà, pas, après, ça sert à rien de exactement. tricher, Ouais, quoi. Mais c'est ce que exactement. disait aussi Mathieu, parce que je crois qu'à un moment, il a fait des vidéos d'immobilier, il voulait copier ce banc, il se mettait en cravate et tout, et c'était pas lui, quoi. Donc, il a compris, il a arrêté. Ouais, Donc, ça c'est sert à ça. rien de tricher, de copier les autres, il faut faire avec sa personne. Et là, on voit bien que c'est ta personne. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, donc j'ai commencé à tourner mes vidéos YouTube. À ce moment-là, j'avais pas de formation, mais je me suis dit, ouais, je vais quand même faire une formation pour ceux qui sont intéressés, parce que sous mes vidéos YouTube, on m'a dit, ouais, Seb, c'est cool, est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu as une formation? Sur Instagram, on me suivait. Mais ça, on me suivait déjà depuis un moment sur Instagram, parce que quand je faisais des stories où j'étais un peu à droite, à gauche, bah, les gens, ils aimaient bien. Tu vois, les visites, que ce soit en Australie, que ce soit à Budapest, que ce soit en Thaïlande, que ce soit n'importe où. Donc les gens me suivaient et puis ils me disaient, ouais, comment t'as fait et tout, etc. Donc là, j'ai commencé à me dire, je vais faire une formation sur l'IMO et une formation sur la conciergerie. Donc c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir, si tu veux, aussi une nouvelle corde à mon arc, une nouvelle source de revenus, parce que ce qui est important aussi, il faut bien le comprendre dans le business, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus, parce qu'on le voit, et là, au moment où on fait ce podcast, on est à la fin du confinement, c'est bientôt fini, en espérant qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Mais si j'avais tout laissé en location courte durée, euh, bah finalement, donc, je suis quand même loué, d'accord, mais pas sur Airbnb. Donc, j'ai mis mes appartements sur un mois minimum et 2 mois maximum. Donc, j'ai quand même du monde. J'ai mis en pause mes crédits. Mais voilà, c'est-à-dire que je rentrerai pas de cash. Tu vois, si j'avais que misé là-dessus. Ouais, donc, à un moment, ouais, il faut diversifier. Quand tu as un truc qui marche bien, après, commencer à Voilà. diversifier. Et surtout que bon, tu Diversifier. as de la valeur, et puis en plus, c'est ce qui se fait en général. Mm. Actuellement, YouTube et autres, c'est ce qui marche actuellement. Donc, pourquoi pas. Voilà. Donc après, il y a toujours des haters, des gens qui critiquent, ouais, mais ils vendent des formations. Mais en fait, malheureusement, ces personnes-là, ils n'ont pas compris encore une fois que ça reste aussi un business, qu'on apporte de la valeur, notamment à ceux qui vont les écouter, parce que la formation, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 350 élèves et je peux t'assurer qu'ils sont tous satisfaits parce que je donne des tips qui n'existent nulle part ailleurs. Et c'est ça, en fait, qui fait que quand les élèves te disent, ah, Seb, je viens d'avoir 4 appartements en gestion en moins d'un mois grâce à ta formation, bah, je suis super content, quoi, tu vois. En même temps, il faut se concentrer sur eux, hein. Même moi aussi, malheureusement, j'ai pas assez d'éteurs. J'en parlais hier avec mon invité Audrey Perrin, qui est aussi investisseuse. Mm. Et je lui ai dit, voilà, quand ça marche et quand tu as beaucoup d'éteurs, plus tu en as, mieux c'est. Même si c'est chiant, parce Exactement. il faut les gérer. Mais après, nous, on s'occupe que de ceux qui veulent. Donc, et ceux qui veulent pas, bah, ils font leur problème. En tous les cas, un jour, ils vont se réveiller, en espérant que ce soit pas trop tard. Ils vont se dire qu'ils ont été cons de charrier. En plus, ils prennent leur temps à charrier. Donc, c'est stupide parce qu'ils pourraient prendre du temps à faire autre chose. Mais bon.
Donc, Ouais, non, on non, va non, on finir va sur pas la là. conciergerie avant qu'on Ouais. parte sur les questions que je pose à tous les entrepreneurs. Donc, conciergerie actuellement, donc, ça marche plutôt bien. Tu te vois développer ça aussi? Non, pour l'instant, je la laisse un petit peu comme elle est actuellement. Je vais pas trop la développer parce que, encore une fois, la conciergerie, c'est très, très bien. Je le conseille à tous, hein, ça rapporte du cash. Maintenant, en fait, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif est enfin, si tu aimes bien de la conciergerie et tu aimes bien avoir 200, t'aimerais avoir 200, 300, 400, 1000 appartements en gestion dans ta conciergerie, vas-y, fonce. Moi, le truc, c'est que plus tu as d'appart, plus tu as d'humains à gérer derrière. Ah Je ouais. n'ai rien contre, mais plus tu as de problèmes. Non, mais Donc, en général, quand on est en ligne, c'est qu'on veut pas trop avoir d'humain ou le moins possible. Voilà. Le but, c'est d'avoir du voilà, c'est lifestyle et ça. c'est pour ça qu'on t'a interviewé. Donc, c'est voilà, entrepreneur lifestyle. Donc, c'est de ne pas avoir 1000 employés, même si c'est bien pour eux, ceux qui en ont. Mais voilà, l'humain, c'est compliqué à gérer. L'humain, c'est compliqué à gérer. Il faut savoir le faire. Moi, en fait, j'y arrive pas, si tu veux. C'est quelque chose que c'est plutôt mon papa qui manage aujourd'hui tous ceux dans ma conciergerie. Et c'est pas moi, parce que moi, j'arrive pas à manager. Je suis plutôt un entrepreneur. Je construis, tu vois, je construis, mais je forme pas. Je forme pas, en D'accord. tout cas, l'humain à travailler avec moi. Je préfère former pour apprendre à faire sur l'investissement immobilier, sur le montage de société, mais pas. Voilà, tu m'as compris, je Enfin, suis pas. en même temps, tu as encore le temps, parce que moi, je le dis, et je l'ai même dit dans la dernière interview qu'on m'a fait sur moi. Voilà, je sais que je suis pas bon en management, mais bon, après, avec le temps, tu évolues et donc des fois, tu peux commencer à gérer un peu plus, même si là, tu as 29 ans, donc peut-être deux trois personnes, ça va. Ça se peut que dans 10 ans, tu seras meilleur, tu seras plus rassuré, tu pourras gérer 20 personnes. Donc après, il faut prendre son temps. C'est ça, et puis même, il Le faut que je me management, forme. c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, mais c'est ça, et puis c'est important de le dire. Je suis quelqu'un qui me forme toujours, toujours. Là, j'étais encore en séminaire il n'y a pas très très longtemps, juste avant le confinement. Il faut toujours se former, et donc il faut que je me forme aussi sur le management parce que c'est quelque chose que je sais pas forcément faire que je sais pas forcément faire. Donc il faut que je me forme là-dessus. Et donc voilà, donc la conciergerie, je la laisse comme ça. Ça me va très bien. Et puis là, on va faire d'autres sources de revenus, notamment d'incubation aussi. Donc des personnes qui souhaitent se lancer en ligne, mais qui souhaitent avoir tout clé en main. Tu vois, ça va être aussi un nouveau truc que je vais lancer prochainement. Il y a pas mal de petites choses. En fait, je vais essayer de créer un maximum de sources de revenus. Après, oui, j'ai de la crypto-monnaie, j'ai de la bourse, etc. Mais c'est pas le sujet de ce podcast. Mais Oui, le non, but, parce c'est que de se. c'était la question que j'allais te poser après. Donc, Ah, ok. on a eu le parcours sur la location longue durée et sur Ouais, la conciergerie. Donc, je vais mettre les liens vers ton livre, donc Rentier à temps plein, parce qu'on ouais, en a pas rentier à temps parlé. plein. Et donc, maintenant, donc, je vais te poser les questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Donc, tu allais nous parler de tes business. Donc, tu as des trucs qui sont en cours, c'est ça? Non, ouais, donc j'ai des business en cours, notamment donc l'incubation. Par exemple, une personne qui souhaite se lancer dans le milieu on va parler de développement personnel, par exemple, Mhm. et qui souhaite faire des conférences en ligne, qui souhaite vendre ses produits, qui souhaite aider un maximum de personnes dans sa niche, et ben, on va tout lui monter, donc tous ses tunnels, etc. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on envisage de faire avec mon équipe. Et puis notamment aussi, je fais un peu de bourse, je fais un petit peu de crypto, mais ça c'est plus du long terme pour avoir des sources de revenus passives. Et puis après, il y a d'autres projets encore qui sont plus dans le business dur, mais pour l'instant c'est un petit peu flou. À voir par la suite de rentrer dans du business dur, mais complètement automatisé et délégué. Voilà, avec notamment des associés, mais pour l'instant, rien n'est fait, donc j'en parlerai pas On en parlera l'année aujourd'hui, prochaine. mais ouais, On ouais, sûrement l'année t'invitera. prochaine. Voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. En fait, il faut diversifier ses billes. Il n'y a pas de secret. De toute façon, une fois que tu commences à gagner de l'argent, ça sert à rien de le laisser sur son compte. Il faut le faire travailler intelligemment. L'investissement immobilier, je vais reprendre, mais à l'étranger aussi. Donc, D'accord. notamment, je pense que tu connais très bien aussi Théophile Hélier, Oui. qui est un ami à moi que j'ai rencontré en Thaïlande et on a passé pas mal de mois ensemble. Il m'a beaucoup, beaucoup parlé de l'investissement à Budapest qui est super intéressant. Et du coup, dans les prochains mois, en tout cas en 2020, c'est sûr que je vais commencer à investir aussi là-bas. D'accord. Bon, bah, Et ça je tombe regarde bien le parce que marché un petit peu. la Ouais. prochaine question, c'était quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Donc, est-ce que tu as un truc à nous partager par rapport à ça? La meilleure expérience, c'est-à-dire En tant qu'entrepreneur ou investisseur, quel est vraiment le truc qui t'a marqué? Tu dis, voilà, si demain je devais m'arrêter, c'est ça vraiment qui était le plus intéressant. le plus intéressant, ça serait le
le plus intéressant, c'est de tout quitter. De tout quitter et de vivre de ce qu'on a envie. D'avoir pris ma vie en main, si tu veux, d'avoir pris ma vie en main et d'avoir pris mes décisions et d'avoir fait ce que j'ai fait. C'est ça qui est kiffant. Franchement, ça fait des hauts et des bas. Tu vois, on n'est pas forcément bien des fois. On se dit, putain, est-ce que ça va marcher? Est-ce que la banque va m'accepter? Est-ce que, même dans le business en ligne, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais donner de la valeur? Est-ce que mes élèves vont être contents? C'est ça qui me fait kiffer, ouais. D'accord. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier, en fait, il y a pas, on peut parler de levier, mais pour moi, la vraie secret, c'est le déclic. Si t'as pas de déclic et t'as beau tomber sur des vidéos internet de moi sur l'investissement ou du dropshipping ou du Amazon ou ce que tu veux, et si t'as pas le déclic, de toute façon, t'auras pas forcément de levier. C'est un déclic que tu dois faire toi-même. Et moi, le déclic, ouais, l'investissement immobilier, si j'étais pas tombé sur l'agence immobilière et que j'aurais pas eu moi-même ce déclic à me dire, et si j'achetais, bah, c'est mort parce que ça n'aurait pas fonctionné. Même si j'aurais pas été aussi à fond. Pour moi, il faut avoir un déclic et ça tombera un jour ou l'autre le déclic. Mais Après, par, mais par rapport à ce que tu dis, moi, je vais rajouter, c'est qu'il faut, pour avoir un déclic, il faut, comme toi tu l'es, et ça, on le sent, il faut être ouvert et il faut chercher. Si tu cherches pas, comme on dit, je sais pas dans quel écrit, si tu cherches, tu trouves. Si tu cherches pas et que tu attends que ça tombe tout ça, ça va pas tomber comme ça. ouais, c'est Donc, clair. toi, tu as cherché, t'es ouvert d'esprit, donc voilà, c'est comme ça que ça arrive le déclic. Sinon, il n'arrive pas tout seul comme ça. Ouais, C'est c'est rare en clair. tout cas. Donc, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Même si t'es pas très lecture. Euh, ouais, si, je suis lecture. Ah, bah, depuis le premier livre que j'ai lu en 2014, j'ai enchaîné. Hein, j'en ai lu D'accord. plus de 100. Le meilleur livre que j'ai pu lire, c'est le de T. Harv Eker. Ah, T. Harv Euh, Eker. Ah là là, il est bien ouais, celui-là. Les gens c'est le citent pas souvent, mais vas-y, dis-le, excuse-moi. le titre, c'est l'état d'esprit d'un millionnaire L'esprit ou millionnaire, en compte. l'esprit millionnaire, ouais, un truc comme ça. Et ouais, C'est un livre que j'ai lu 6 fois, 7 fois, parce que en fait, il t'explique intelligemment comment bien placer ton argent, comment bien faire les choses. Et il y a beaucoup de développement personnel aussi dans son livre et c'est super surtout intéressant. la partie comment préparer ton esprit, parce que tu peux devenir riche, mais si ton esprit n'est pas ouvert, il n'est pas prêt à Ouais, recevoir l'argent, tu vas tout perdre. Et ça, j'aime bien cette ouais, c'est partie-là. ça. Où il te dit, voilà, faut commencer à ouvrir ton. Enfin, moi, j'ai lu en anglais et je l'ai écouté parce que j'ai jamais lu. Je l'ai écouté mais plusieurs fois, parce que je suis plus finant que toi, je crois. Donc, je l'ai Ouais. écouté plusieurs fois en audio et c'est vrai que c'est une bombe. Il est moins connu que beaucoup, beaucoup. Bon, il est connu quand même quand tu cherches, Mm. mais il est vraiment très bon et très puissant. C'est vrai. Ah, moi, j'ai adoré celui-là, honnêtement, je le conseille. Et puis après, le mien, c'est pas du niveau Carrie, mais par rapport au parcours, je donne pas mal de tips sur le. Ouais, il y a tout, parce qu'en fait, première partie de mon bouquin, c'est mon parcours. Deuxième partie, c'est de la théorie pratique pure. Donc, le gars qui s'en fout de mon parcours, il peut aller voir la théorie pratique. Et troisième partie, c'est mindset. Donc, c'est trois choses euh, que j'ai réunies qui sont vraiment bien et qui donnent une bonne alchimie dans le livre et très facile à lire. D'accord. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La vraie compétence, je vais te le dire, hein, ça se passe mais ça un petit peu en ce moment, de enlever le stress, de plus être stressé. Être Euh, stressé. ouais, de plus être stressé du tout. Pourquoi tu es stressé? Ouais, le business, ça stresse concrètement. C'est vrai. Je bosse beaucoup. Il y a des hauts, il y a des bas. Bah, surtout en fait, il y a la période de confinement qui n'a pas joué non plus sur tous nos esprits, mais que ça soit pour tout le monde, je pense. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. Euh, et, euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais enlever. Donc je fais de la méditation, mais je pense pas assez pour en arriver au point où je suis détendu, quoi. Ouais, comme quoi, pour ceux qui sont stressés, ouais, comme quoi on peut stresser et sortir en fin de compte de sa zone de confort et essayer donc même si on est stressé, donc de foncer, donc très bien. Je te conseille aussi un podcast que j'ai fait il y a 2 mois avec un podcasteur qui est spécialisé en méditation. Donc je mettrai le lien dans le show notes. Et donc, Ok. ben, grand merci Sébastien. Je mettrai aussi donc les liens pour que les gens aussi qui ils veulent donc voir ta formation et tester, pourquoi pas. Ouais, carrément. Merci Et puis Thierry. moi, je te dis à bientôt en espérant que dans 2-3 ans, je te réinvite et que tu sois que t'aies d'autres business et que tu sois maintenant manager d'une trentaine de personnes. On ne sait jamais. Ouais, carrément. Ouais, c'est dans le projet. Bon, ben, je te dis à bientôt. Merci Thierry. Ciao. Ciao. C'est fini donc pour cet épisode sur la location courte durée.
Donc j'espère que tu as été motivé par le parcours donc, de Sébastien. Il a donc donné le maximum d'informations. Si tu veux en savoir plus, comme je t'ai dit, donc, tu peux aller prendre son livre, donc Rentier à temps plein, qui est disponible un peu partout. Je te mets le lien dans le show notes. Sinon, donc, tu vas sur son site sébastienhanouna.com. Donc il a des séminaires, il a donc une formation, des formations parce qu'il forme aussi sur la conciergerie. Donc voilà, tu as un ensemble d'éléments, à toi de voir. Si tu veux encore en savoir plus et que tu doutes encore, il y aura encore d'autres épisodes sur l'immobilier ce mois-ci. Donc pour choisir quelle est ta niche, parce que comme tu l'as compris, il y a plusieurs types d'investissements. On peut bien sûr s'enrichir avec l'immobilier. Là, c'est un parcours un peu atypique, assez rapide, mais comme tu vois, il ne fait pas des millions, mais il a un cash flow qui est bien pour lui. Donc il ne faut pas se comparer. Chacun voit midi à... Enfin, tu m'as compris. Chacun a choisi donc sa liberté. Ça va même être le sujet de la semaine prochaine. Enfin, du prochain épisode avec Olivier Seban. On va parler un peu de ça, donc voilà, on va un peu débattre dessus, sans vraiment se tirer les cheveux, mais bon voilà, c'était plutôt une vision de l'indépendance financière et comment on les calcule, comment on fait. Donc chacun est différent, donc voilà, il faut se servir de l'outil immobilier pour faire ce que tu as envie de faire. Et si tu veux t'arrêter de bosser, tu veux continuer à bosser et faire autre chose, tu fais ce que tu veux, mais avec l'immobilier, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. On peut gagner de l'argent. Donc voilà, après ça dépend, il y en a qui vont prendre 10 ans, d'autres qui vont le faire en 3-4 ans. C'est plus ou moins difficile, mais bon, si on est futé et créatif, il y a toujours des solutions. Donc, grand merci, n'hésite pas à partager et à commenter, à t'inscrire à la mailing list, donc contact @du6henry.fr. Tu peux donc t'inscrire aussi sur SoundCloud, on a une communauté là-bas, Spotify ou iTunes ou d'autres plateformes. Donc moi je te dis au prochain épisode, ciao ciao.